Tout d'abord, bonjour Monsieur De Coster et bienvenue à la chapelle de Gemep. Nous aimerions en fait commencer l'interview simplement par une présentation basique, donc votre profession, comment vous en êtes arrivé là et une passion particulière dans ce milieu. Ben voilà, grand merci de me recevoir ici aussi pour cette journée. Donc, je m'appelle Jean-Louis De Coster, j'ai fondé Poulpio il y a 4 ans. Poulpio, c'est une agence de création de contenu immersif. J'ai toujours travaillé dans la publicité et le cinéma avant, et donc j'ai découvert la réalité virtuelle. Et j'occupe un poste de directeur artistique, directeur créatif et business developer chez Poulpio. Très bien. Nous avons une dizaine de questions à vous poser. Nous avons fait tourner une feuille pendant votre conférence pour les élèves qui auraient eu quelques questions, quelques précisions en plus à vous poser. Je vais commencer par la première question. Donc, pensez-vous que les casques de réalité virtuelle vont prendre une place importante dans notre vie de tous les jours, comme les smartphones, et pourquoi ? Tout à fait, je pense que j'en ai parlé là tantôt, l'adoption de masse n'est pas encore à l'heure actuelle tout à fait en route. Donc ça veut dire qu'on a demandé combien de personnes ont un casque parmi vos collègues, il n'y avait personne qui en avait, il n'y avait que Maxence et moi qui avions ce genre de casque. Ça va mettre du temps, donc c'est à 3, 4, 5 ans. Donc voilà, il y a de plus en plus de choses. Maintenant, un petit casque Oculus Go coûte 299 euros pour un 64 Go, 200 euros pour un 32, donc ça peut commencer à rentrer à la maison. On a la PlayStation VR aussi, on en discutait là tantôt, la carte graphique n'est pas encore assez bonne, mais ça rentre dans les maisons aussi. Donc je pense qu'on est sur une adoption de masse entre 5 et 10 ans, mais qu'à terme, comme c'est un nouveau média qui est vraiment totalement différent d'un film ou d'une série télévisée, donc le média est en train de se développer. Maintenant, tu as des films interactifs où tu peux un peu toucher au scénario, un peu comme ce que Netflix a fait avec Bandersnatch dernièrement, où tu devais encore cliquer gauche-droite ou ton action. Ben là, en regardant un endroit, ça s'appelle du gazing. Quand tu regardes la porte là pendant 3 secondes, ça charge et hop, tu vas passer dans ce truc-là. Donc, on arrive sur des scénarios interactifs, le machine learning aussi, donc l'intelligence artificielle va, selon tes émotions, n'importe quoi, te proposer des scénarios. Donc on va arriver dans quelque chose qui ne va pas remplacer la télé ni la télévision, mais qui va être un tout nouveau média. Très bien. La deuxième question, est-ce que la VR remplacera-t-elle la manette selon vous, donc la console par exemple? Je crois qu'il y aura toujours des gens qui vont vouloir jouer. Enfin, moi, je fais la différence entre la 2D, le flatty, regarder un film plat et jouer sur une console à plat, et puis jouer sur de la réalité virtuelle. Il y a des jeux de stratégie et tout ça qui vont être compliqués à mettre en réalité virtuelle. Je pense que un jeu comme Counter-Strike ou n'importe quoi en VR, ben voilà, il faut avoir de l'espace. Il y a des techniques aussi, des tapis qu'on appelle des catwalks, où en fait tu es accroché par le bassin et donc tu es sur un tapis qui bouge et tu peux aller dans tous les sens. Donc ça, c'est des choses, mais on est plus dans des Luna Park ou dans des salles de jeu, le location base comme on appelle ça. Mais je crois que ça va remplacer la console dans un certain sens et ça va mixer. Je pense que ça va. Déjà, la console est remplacée par notre téléphone à certains moments, puisqu'on a pas mal de jeux aussi. Voilà, ça va arriver. Le téléphone va disparaître. Dans les projections que je vois, tout va se passer dans les lunettes. Bientôt, on aura tous des lunettes avec des écrans. Il y a déjà des brevets de lentilles qui projettent sur ta propre lentille qui existent. Voilà. Après, je pense il faut peser le pour et le contre. On est quand même dans un monde virtuel. Vous avez vu Ready Player One. Voilà, est-ce qu'on va prendre le bus tous avec un casque voilà, on ne sait pas encore. Ça fait peur aussi, parce que c'est quand même quelque chose qui individualise fort l'être humain. On est tout seul dans son casque. Donc voilà, c'est des questions que je ne peux pas répondre maintenant. Je ne suis pas devin, mais qu'il va falloir suivre. Très bien, merci pour votre réponse. Maintenant, question budget. Quel est le budget moyen pour un film vidéo basique en VR? Donc, il faut dire qu'un film moyen, donc on va partir sur entre 3 et 4 minutes, parce que tu peux jamais rester en dessous de 20 secondes dans une bulle VR, parce que tu vas pouvoir regarder autour de toi. Si ça va trop vite, t'es un peu frustré. Et je dirais qu'une vidéo coûte entre 20 et 30 000 euros pour 4 minutes. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de pré-production. Puis après, comme j'ai expliqué, il y a le temps homme pour pouvoir recoudre. Puis après, il y a la post-production classique. Mais puis ça dépend en nombre de journages, en lieu. Si on va dans un endroit où on doit filmer 150 personnes dans 150 lieux différents, bah bien sûr, ta vidéo sera beaucoup plus chère que
si tu visites un hôtel ou un club de vacances où tu vas aller près du lobby, le tennis, la piscine. Donc voilà, il n'y a pas de devis type. Chez nous, tout est sur devis. D'une vidéo à l'autre, ça peut changer. Parfois, on filme aussi des gens sur un fond vert avec des caméras traditionnelles qu'on va venir réintégrer dans la bulle. Donc voilà, c'est une journée supplémentaire où tu dois aller filmer ce contenu. Ensuite, pensez-vous qu'il sera possible d'accéder à la réalité virtuelle sans l'aide d'un casque dans un futur proche? On l'a dit il n'y a pas longtemps, il y a de plus en plus de choses. Les lunettes, où tu auras des écrans qui vont pouvoir projeter, et puis des lentilles, il y a des brevets. Google a déjà breveté des lentilles que tu vas mettre qui projettent directement sur ta rétine. Là, les casques sont encore gros, ils sont encore pas très esthétiques, encore lourds à certains moments, branchés à un ordinateur. Donc c'est vrai que voilà, au plus la technologie va avancer, au plus des choses vont apparaître, mais je peux pas non plus m'avancer sur le futur. Je pense que la réalité virtuelle va rester, mais sous quelle forme, ça je ne sais pas dire. D'accord. Dans le cadre de l'activité Alice, dont vous avez mentionné le nom, existe-t-il un kit VR sans fil qui permettrait de ne pas avoir besoin de Ninja, donc de joystick, pour gérer les fils? Quand je parlais de ninja, c'était vraiment un être humain qui court derrière toi et qui tient ton casque, enfin le fil. À l'heure actuelle, il y a de plus en plus de choses, mais c'est un peu technique. À l'heure actuelle, il y a moyen d'avoir un petit module que tu mets sur ton casque et qui va par le Wi-Fi transmettre la chose, mais les casques, les expériences que vous avez faites, elles sont à 90 MHz et ce modem Wi-Fi est à 60 MHz. Donc on perd un peu d'informations. Et puis tu as un modem Wi-Fi sur la tête. Donc voilà, mais ils vont y travailler. Il y a le concept de backpack aussi. Donc HP fait ça, c'est un sac à dos où tu as ton ordinateur dans ton dos. Tu branches ton casque directement et donc tu peux évoluer librement sans fil, pardon. Euh, Quel est votre palmarès et quels sont vos projets en cours? Palmarès, Poulpio existe depuis presque 4 ans maintenant. Je dirais qu'on on a fait une bonne 40-45 projets en 36 mois, donc en 3 ans plus ou moins, parce qu'on a quand même beaucoup testé au début. Et Palmarès, on a fait une vidéo d'activation pour le Tour de France qui part de Bruxelles au mois de juillet et Eddy Merckx l'a essayé, donc voilà, ça c'était un peu on était content. Mais sinon on a beaucoup travaillé pour des industriels, Proximus, le ministère des Affaires étrangères, le Parlement européen. Et là, on vient de terminer une vidéo pour la province de Namur cette fois-ci, donc qui a montré l'école d'équitation à Gèves, pardon, ouais, Gèves. Et alors l'école LIMAP qui est au centre de Namur où tu vas pouvoir découvrir les métiers de l'horticulture, à tailleur de pierre, par décorateur de vitrines. Et alors maintenant on se lance aussi dans la fiction, donc on écrit des films, on écrit des documentaires, mais qui mettent du temps parce que le financer ça coûte quand même, enfin c'est très compliqué et ça coûte beaucoup d'argent. Au niveau de la réalisation, combien de temps prend une réalisation d'un projet basique? Bah, chez nous, on va dire on peut délivrer un projet en un mois ouvrable, de jours ouvrables. Donc ça veut dire que ça va être 22 jours, parce que voilà, il va falloir tourner, puis il faut commencer à faire la post-production. Donc première étape, stitcher, donc refaire les bulles, effacer les pieds. Une fois que ça c'est fait, on peut envoyer au client et lui sélectionne certaines parties parce qu'on travaille beaucoup en ping-pong avec eux. Sinon, si tu fais tout dans ton coin et que tu leur envoies une vidéo, ils font ah, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Donc, il vaut mieux les impliquer dès le début. Et puis après, une fois que le scénario de base, donc l'ours en quelque sorte est fait, ben là on va pouvoir aller travailler plus dans la post-production et donc insérer des motions graphiques, insérer des vidéos, c'est un peu comme la post-prod traditionnelle. Donc voilà, il faut compter une bonne vingtaine, un mois on va dire avec les week-ends. Donc comme ça nous permet aussi d'avoir des tampons parce que bien sûr, à certains moments on n'a qu'un projet, mais à d'autres moments on a 3-4 projets en cours. Et donc voilà, les équipes sont ce qu'elles sont, les machines aussi, on n'a pas 100 000 machines, donc il faut bien gérer les plannings là-dessus, quoi. Euh, on a eu l'occasion de tester le casque VR tantôt. Euh, Jusqu'où pensez-vous que la réalité virtuelle pourrait aller au niveau sensoriel, de l'odorat? Est-ce que ça pourrait aller plus loin?
Je pense que ça va aller de plus en plus loin. C'est vous? Non? C'est pas grave. Ouais. C'est pas à nous. Non, non, ça va, je vais la reprendre comme ça. Voilà. Donc tu me posais la question de savoir jusqu'où la réalité virtuelle va aller, on ne sait pas. Mais il y a de plus en plus d'expériences et de casques haute qualité. Par exemple, là, cette semaine, il y a Varjo, qui est une société finlandaise qui vient de montrer un casque qui se rapproche de la vision humaine. Et donc, au fur et à mesure que les dalles vont s'améliorer, qu'on sera dans de l'AMOLED ou des nouvelles LED qui feront des vrais noirs, parce que quand tu as du noir, on projette du noir, en fait, donc c'est toujours éclairé. Une fois que ça va arriver, que les écrans vont s'améliorer, on commence à parler d'écrans maintenant pliables pour des GSM. Une fois qu'on sera plus en train de se dire je suis dans un casque et qu'on ne pourra plus distinguer la réalité de la réalité virtuelle, ben voilà, là je pense qu'on arrivera à quelque chose de vraiment très très joli, mais bien sûr il faut y faire attention parce que si tu n'arrives plus à distinguer ce qui est réel du faux, ça peut poser des problèmes aussi, mais ça c'est question d'éducation, d'éducation aux médias, et voilà, mais on ne sait pas encore le dire à l'heure actuelle. Alors, les personnes comme moi ayant des problèmes de vue, quelles améliorations seraient possibles? Alors, il y a deux choses. Il y a la possibilité d'installer quelque chose dans le casque pour que tu puisses garder tes lunettes. Donc, il y a juste un petit bout de caoutchouc qui empêche de griffer la lentille. Et j'expliquais à un autre de tes collègues que maintenant, pour certains casques, il est possible de faire des lentilles que tu vas venir déposer au-dessus de la lentille et qui vont régler. C'est un peu comme si tu avais tes propres verres ou tes propres lentilles pour regarder de la VR. Mais comme c'est un produit qui est pour le grand public, eux, ils se basent sur quelqu'un qui n'a pas de problème de vue. C'est encore très compliqué. C'est quelque chose peut-être à penser aussi, à pouvoir permettre aux gens d'adapter. Sur le casque que j'ai montré, il y a un moyen de régler la dioptrie. Mais sur les gros casques reliés à un ordinateur, tu n'as pas vraiment beaucoup de contrôle sur la vision. Donc peut-être quelque chose d'intéressant à creuser aussi, à aller chercher pour les gens qui ont des problèmes oculaires. Vous m'avez parlé tantôt d'un tapis permettant de peut-être se déplacer dans le monde virtuel. Donc, est-ce qu'il y aurait un développement qui se fait pour pouvoir bouger dans un monde virtuel sans même bouger son corps? Ah bah, là, tu peux déjà le faire avec la télécommande sur les manettes. Ça peut te permettre d'avancer, de reculer, mais ça peut vite te rendre malade parce que tu es assis sur une chaise et tu vas avancer sans que ton corps n'ait cette information, que ton oreille interne se dise «Oh, je suis en train de bouger». Donc, il y a aussi un des deux présentateurs de Mythbusters qui a donc l'émission où ils testent beaucoup de choses sur la science. Ils sont en train de développer des chaussures que tu vas placer au-dessus de tes chaussures, mais en fait qui ont des sortes de roulettes dessus. Et donc, tu peux rouler sur place et tu avanceras. Et alors, il y a aussi une marque française qui s'appelle 3D Rubber qui a développé une souris. À la base, ils faisaient des souris pour les gens qui ont perdu des membres, donc qui n'ont plus de bras et donc qui doivent bouger la souris avec leurs jambes. Et donc c'est un demi-cercle où quand tu appuies avec, il y a plusieurs combinaisons quoi, avec l'avant de ton pied gauche ou pied droit, l'arrière et les côtés, tu vas pouvoir te déplacer. Donc ça peut régler aussi le déplacement, mais je pense que c'est aussi uniquement une question d'espace. Parce qu'ici dans la pièce où on est, si on met les capteurs, on pourrait avoir tout cet espace pour se déplacer en VR. Bon, il y a le fil, mais avec un backpack. C'est ça qui est vraiment l'intérêt aussi. Les gens en ont marre d'être accrochés à un fil. Il faut pouvoir se déplacer et visiter le monde virtuel. Très bien. Une dernière question maintenant. Toujours côté budget. Combien coûte un kit complet VR, c'est-à-dire un PC, casque Il y a deux systèmes. Il y a le système Oculus Go, là, dont on a parlé en début, qui coûte entre 180 et 300 euros, et qui est un stand-alone. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de téléphone. C'est un casque qui est tout seul. Donc, il n'y a pas besoin d'ordi. Ça coûte, comme je l'ai dit, entre 200 et 300 euros. Et alors, pour un PC, un kit PC, donc l'Oculus Rift coûte 399 euros, l'HTC Vive coûte 599 euros. C'est les deux meilleurs casques à l'heure actuelle. Et puis, il te faut un PC qu'on dit VR Ready, donc il y a une carte graphique qui va permettre de faire tourner l'expérience. Et ça, je dirais qu'en bas de gamme, ça démarre à entre 1000 et 1200 euros. Donc plus ton casque, il faut compter 1005 pour
un système bas de gamme, et puis ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5, 10 000 euros pour un système Rolls-Royce, donc avec les meilleures cartes graphiques, le plus de RAM, des disques durs en SSD. Donc voilà, il y a certaines marques qui les vendent directement tout fait, mais sinon la plupart des gens là-dedans fabriquent quand même leur PC. Donc si tu as besoin d'un PC que pour faire tourner de la VR, bah, tu auras des bonnes cartes graphiques, une bonne carte mère et peut-être un disque dur en SSD, mais tu n'as peut-être pas besoin d'autres composants, pas énormément de RAM. C'est plutôt la carte graphique qui va prendre, ou alors mettre plusieurs cartes graphiques dedans, quoi. Merci pour nous avoir consacré du temps pour cette interview. Euh, voilà, un grand merci Merci à vous. pour votre conférence complète et pour l'expérience que vous nous avez fait vivre. Voilà. J'ajouterais juste que c'est un métier en devenir. Donc la réalité virtuelle, il y a le code. Nous, on est spécialisé dans les cinématiques, donc c'est plus un rôle de caméraman réalisateur. Mais il y a les services à côté aussi. Il y a l'événementiel où il y a de plus en plus de demandes. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez porteur. Même la vue au niveau du territoire wallon, il y a quand même des choses. Wallimage fait pas mal de choses. Il y a moyen de se former. Il y a plein de festivals, le FIF, le KIK, Anima, le BIF, où il y a des sections de réalité virtuelle maintenant. Donc il ne faut pas hésiter à s'informer et et voilà, à s'informer si ça vous intéresse. Très bien. Un grand merci, Monsieur De Coster.